Ok, on est parti. Donc, on se voit aujourd'hui. Donc, du coup, on va recommencer les formations de Symfony, enfin de manière plus globale. Donc, Symfony, PHP, on va voir du Docker, on va voir du front-end, même si ça fait pas plaisir à tout le monde, mais tant pis, on verra quand même. Plus particulièrement, on va travailler sur un projet qu'on avait abordé il y a déjà quelques temps avec certains d'entre vous, donc notamment une petite plateforme de formation pour certains. L'idée, c'est de le mettre en pratique directement sur un petit projet qu'on fait ensemble. Donc, on va développer ensemble. On va vous montrer donc les bonnes pratiques, grosso modo, de ce qu'on va mettre en place. Donc, que ce soit des bonnes pratiques PHP, Symfony pour les tests, le suivi de projet, le déploiement continu. On va voir du Docker, peut-être du Kubernetes aussi pour le déploiement, on verra. Ça sera toujours ça. Et donc, on verra tout ça donc au fur et à mesure toutes les semaines. Comme ça, on peut avancer et vous aurez un suivi complet. Donc, comme ça, si vous avez des composants peut-être à voir en détail, ce sera l'occasion. Je pense peut-être les formulaires, on va le voir beaucoup. Et alors, je réponds à Romain, du coup, comme ça, ce sera fait. Donc, BIAT, oui, ça sera Aurélien qui te le présentera, donc notamment pour les tests fonctionnels. Moi, je le montrerai peut-être sur les tests BDD, alors pas BDD pour la base de données, hein, mais plutôt dans les besoins, donc sur les tests besoins. Ça, on le verra ensemble, on le mettra en place, notamment quand on a des classes instanciées, des choses comme ça. Ça sera toujours ça, de fait. Donc, ce sera vu. Donc, on va avoir BIAT, PHP Unit, ainsi de suite, pour que vous puissiez vous former au mieux là-dessus et que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles. OK? Allez, impeccable. Donc, je vous ai préparé des petits slides. Et donc, Aurélien, donc lui, il a un petit projet fil rouge. Et donc là, sur le projet, donc on a un projet fil rouge que je vais vous présenter aussi. Et Aurélien a les accès sur le repos. Donc, si jamais il veut s'en servir, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je vais vous présenter du coup donc, un petit peu ce qu'on va faire. Alors, je vais arrêter de cliquer là-dessus. Donc, l'idée, bon, bah, c'est on fait une mise en pratique de Symfony. Et comme ça permettra d'avancer là-dessus. Donc, la planification, elle va se dérouler comme ceci. Donc, aujourd'hui, on est à la session 1. Donc, on va faire un débrief et un suivi de projet par GitLab. Donc, on va faire une petite mise au point sur qu'est-ce qu'on va faire pendant les semaines qui vont venir. Et je vais vous montrer du coup un suivi de projet par GitLab. Comme ça vous permettra de suivre et le projet. Et si vous voulez le mettre en place pour vos projets perso, en formation, ainsi de suite, ça sera toujours ça de fait. En session 2, donc la semaine prochaine, on fera l'environnement local, donc avec Docker. On verra ensemble du coup comment préparer son environnement Docker. Il y aura peut-être une petite subtilité, on fera des containers un peu différents de ce que je vous ai montré en session de formation. Donc ça sera toujours ça de fait. En session 3, donc dans 15 jours, on fera la première issue, donc qui sera potentiellement la homepage. Hein. On fera les tests, un suivi de performance et les tests fonctionnels, comme ça ce sera fait. On pourra s'attaquer à la suite. En session 4, on fera les premiers builds de GitLab, donc pour tout ce qui sera suivi en intégration continue, ainsi de suite. Et on attaquera sûrement la seconde fonctionnalité, comme ça on pourra se mettre au point là-dessus. Donc après, j'ai pas noté les autres, hein, parce que pour le moment, c'est dépendant des fonctionnalités qu'on va planifier. Mais dans l'idée, on sera toujours sur un process comme ça. On fera la fonctionnalité, on fera sûrement les diagrammes UML pour ceux qui veulent le faire. Est-ce qu'il y en a qui veulent voir les diagrammes UML en même temps? J'en profite. Donc Anne-Marie, oui. Maëlle, oui. Ok. Donc apparemment, tout le monde veut les voir. Donc Xavier, non, il n'a pas envie, il n'aime pas les diagrammes UML. Donc Romain, oui. Ok. Impeccable. Donc on fera sûrement les diagrammes UML par fonctionnalité, comme on vous le fait faire dans les formations. Donc on fera cas d'utilisation, alors peut-être pas package, mais cas d'utilisation séquentielle et diagramme de classe qui évoluera au fur et à mesure. Alors les services cloud, oui, j'allais y venir. Mais justement, ça fait partie des contraintes qu'on va mettre en place, notamment pour le déploiement et pour le suivi. Donc c'est prévu. Ok, nickel. Donc, sur les sessions, donc on va se planifier comme ça. On fera un point de toute façon d'une semaine à l'autre pour voir un petit peu du coup ce qu'on mettra en place. Donc les objectifs. Quels sont les objectifs du coup de ce qu'on va mettre en place? Donc l'idée c'est de créer une plateforme. Alors j'ai mis formation entre guillemets. Bon, il m'a mis des chevrons, c'est super. Merci PowerPoint. C'est pas réellement une plateforme de formation, c'est plus une plateforme voilà pour monter en compétences. Donc il y aura des tests quotidiens comme sur certaines plateformes et un cursus de formation. Alors plusieurs cursus de formation. J'aurais pu mettre et des cursus de formation. L'idée voilà c'est peut-être d'avoir des cursus plus spécialisés par exemple pour faire que du PHP, que du Symfony, que du front-end, que du JavaScript, ainsi de suite, ainsi de suite. Au lieu d'avoir des cursus très larges, avec beaucoup de compétences qui rentrent en jeu, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les compétences techniques et sur certaines compétences. OK? Est-ce que déjà là-dessus, il y a des questions? J'en profite sur les deux premiers points. Alors, on se rapproche plus de KNP, mais pas de graphic art. Voilà, désolé. Et donc voilà, comme l'a précisé Aurélien, on en parlera un petit peu plus après. Mais l'idée, voilà, c'est de se rapprocher peut-être plus de KNP. Voilà. OK.
L'idée, c'est d'avoir plus une plateforme qui soit spécialisée sur certains besoins, et notamment sur les compétences techniques, comme je l'ai noté, plutôt qu'une plateforme hyper généraliste, où il y a un petit peu tout en même temps et ça peut être compliqué à suivre. Voilà. Mais GraphiCart, on arrête le sujet et on en parle. Voilà. Donc, le cursus, donc il y aura plusieurs cours à l'intérieur, c'est pas réellement des cours, ça sera plus des suivis théoriques, un petit peu comme le fait KNP, et des kata. Donc kata, ça va être plutôt les mises en pratique, c'est l'équivalent d'un TP, grosso modo, mais un petit peu plus poussé. Donc il y aura voilà, un sujet à suivre, ainsi de suite. Chaque cours contiendra une partie théorique et pratique. Donc vous aurez une partie théorique avec potentiellement des vidéos, un suivi, ainsi de suite, et pratique, où là, ce sera plutôt les katas qui seront mis en place, et le tout complété par des tests quotidiens. Concernant les tests, donc vous aurez 30 questions sur 30 minutes. L'idée, c'est de vous faire un test, des tests qui soient un petit peu généraux. L'idée, c'est que les questions seront aléatoires et seront choisies en fonction des sujets abordés et des technologies suivies en fonction des cursus. Donc, par exemple, si vous suivez le cursus PHP, Docker, JavaScript, vous aurez des tests sur PHP, Docker, JavaScript. OK. Questions aléatoires qui seront générées à part. OK. Donc, si vous suivez, je ne sais pas, 15 technologies, vous aurez potentiellement 15 sujets de questions pendant les 30 minutes. Tout simplement. Ça, c'est déjà sur certaines plateformes. L'idée, c'est de vous faire réviser au fur et à mesure. OK? Donc, en environnement technique, on va pas travailler, on va pas révolutionner. Hein. De toute façon, on va travailler avec des technologies que vous connaissez ou que vous allez aborder de toute façon. Donc, PHP, JavaScript, SQL pour l'environnement principal. L'environnement de développement et de déploiement sera sous Docker. Peut-être Kubernetes aussi pour le déploiement. On verra si on a le temps de le voir. En front-end, on fera du JavaScript Vanilla, jQuery dehors. On ne veut pas en entendre parler. Potentiellement peut-être du Polymer ou du Vue en fonction du temps qu'on aura. Ça sera à voir. Et en back-end, on fera du PHP 7, Symfony 4, donc potentiellement 4.1 aujourd'hui, puisqu'il est disponible, MySQL pour l'environnement de dev, Postgre pour la prod, et SQL pour l'environnement de test. OK. Potentiellement, c'est tout ce dont on a besoin. Il n'y a pas nécessairement de technologie supplémentaire. S'il y en a en plus, elles seront abordées dans les sessions dédiées. En contrainte. Donc, en contrainte, on va développer et travailler en étant un petit peu strict quand même. On va essayer de se rapprocher le plus possible d'un environnement de travail actuel. On va essayer de travailler en TDD, donc Test Driven Development, en essayant de s'approcher au plus près d'une approche stricte du TDD, donc véritablement faire ses tests, son code, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. On va développer surtout en fonctionnalité, donc la home page, les tests quotidiens, par exemple, les cursus, les cours, les katas, ainsi de suite, ainsi de suite. On aura un déploiement continu, donc potentiellement soit sur App Engine pour aller plus vite, je ne sais pas, j'ai pas encore combien de temps planifié là-dessus, soit Kubernetes, si on veut déployer avec les containers. On aura l'intégration cloud, donc pour le stockage d'images et de vidéos, ainsi de suite, et l'intégration front-end avec matériel. Alors c'est qui par contre qui fait du son? C'est moi. C'est qui? Ouais, il va s'en aller. Donc, pour l'intégration front, alors on a décidé, de manière plus générale, de partir sur Material Design. Qui ne connaît pas Material Design? Donc Anne-Marie ne connaît pas, Cédric non plus. Jonathan ne l'a pas vu, Maël ne l'a pas vu. Alors Romain, alors encore oui, mais c'est pas Material Design. C'est bon ça. Alors, tu as donc Encore qui va être la mise en pratique, enfin l'outil qu'on va utiliser pour faire tout le front-end avec Symfony, mais tu as Material Design qui est plus l'approche. Non, mais je disais encore Material Design, pas encore. Encore. Ah, ouais, encore avec le E, mais je sais pas Ouais, ça. ouais, c'est vrai, c'est parce que c'était le seul mot, c'est pour ça. Alors, on est parti là-dessus pour éviter Bootstrap, parce que c'est pas forcément quelque chose de très pratique et il y a jQuery qui est obligatoire pour s'en servir. Donc, on est plus parti là sur du Material Design qui demande du JavaScript natif, donc c'est vanilla, c'est plus simple à intégrer. Ouais, Et puis, c'est vrai que Bootstrap, c'est pas forcément mieux. Je préfère, ouais, vaut mieux Material Design. En fait, j'ai rien dit. Sinon, il y avait Foundation, mais bon, Foundation, ça demande aussi jQuery et ça demande de la compilation en SAS. Et comme on n'est pas tous au fait sur SAS, et que moi, j'aime pas ça en plus. T'aimes pas SAS? Ok, J'aime pas ça. Désolé. d'accord. Après, si vous voulez en faire, il n'y a pas de souci, hein, vous pourrez l'intégrer. Mais si on peut éviter, c'est mieux. Donc, Material Design, il n'y a que ça. Il y a 2 lignes à rajouter. Vous avez le code, donc c'est plus simple. Ok, ça marche. Alors, je reprends les dernières questions. Donc, Alex, oui, c'est assez ambitieux comme projet. L'idée, c'est de vous montrer un maximum de compétences. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de mettre un maximum de choses dans le projet. Alors, pourvu, Romain, donc on va
on va voir en fonction de ce qu'on fait. Il y aura peut-être des blocs avec polymère et d'autres avec Vue. Après, ça, c'est à vous de décider ce que vous préférez. Ça, là-dessus, il n'y a aucune contrainte encore qui est posée. Et donc, Alex, j'entends beaucoup parler de serverless. Est-ce qu'on va utiliser cette techno? Alors, si on est sur du App Engine, oui, c'est du serverless. Enfin, c'est pas réellement du serverless, mais c'est une implémentation de serverless. Donc, l'idée, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de votre serveur, à vous envoyer le code, il se débrouille. Donc, on va potentiellement s'en servir peut-être pour App Engine, à voir là-dessus. Et non, c'est pas Materialize CSS, c'est material.io, donc c'est la vraie librairie par Google, directement. OK. Donc, pour exemple, c'est cette documentation-là, c'est Material Design, alors que Materialize, je sais même plus si, ouais, c'est pas du tout la même structure, c'est pas supporté pleinement par Google. Material.io, oui, puisque c'est la vraie librairie. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser. Alors, pas forcément avec React. On n'aura pas nécessairement besoin de React. Je suis pas un gros fan non plus de React. Mais là, on n'a pas besoin de React en fait pour faire les composants. Hein. C'est du simple CSS et du JavaScript. Et on peut le surcharger en fonction de ce qu'on souhaite faire. Tout simplement. Voilà. Donc là, au moins, l'avantage, c'est que ça vous permet de l'intégrer facilement et vous pouvez vous en servir aussi dans vos projets externes. C'est plutôt pratique. Alors, je regarde. Pour le moment, j'ai perdu personne apparemment et j'ai vu que Maxime était arrivé. Donc, hello Maxime, du coup. Je t'ai vu arriver. Donc, environnement, donc en contrainte, on sera là-dessus. L'intégration cloud, dont je vous en ai parlé rapidement pour les images et les vidéos, donc ça sera surtout tout ce qui est stockage pour les images de profil, les vidéos de formation, ainsi de suite. Hein, ça sera stocké là-dessus. On s'en servira aussi comme CDN pour optimiser le code. J'en ai pas parlé, mais il y aura peut-être une implémentation en Progressive Web Apps, donc pour tout ce qui est application web portée sur du mobile. Alors, c'est pas du natif type iOS ou Android, hein, mais c'est du web qui vient sur votre téléphone directement. Donc, on verra pour l'implémenter. Il y a certaines applications qu'on peut mettre en place sans problème. Voilà pour les contraintes techniques. Est-ce qu'il y a des questions? J'en profite. Avant qu'on attaque, du coup, la mise en place par GitLab. Donc, Jonathan, ça a l'air bon. Pour les autres, est-ce qu'il y a des questions? J'en profite. Genre, du coup, ça a l'air tout bon. Cédric, pas de questions. Anne-Marie, pas de questions. Maëlle, pas de questions. Jonathan, il n'y a pas de questions non plus. Alex, il n'y a pas de questions. Romain, il n'a pas de questions. Aurélien non plus. Il n'y a pas de questions. Si j'ai une petite question qui me vient, Ouais. tu dis qu'on va utiliser Material.io, mais la librairie, elle a un nom différent ou on la trouve C'est directement sur le site? directement sur material.io et alors eux, ils appellent ça Material Components. C'est pas, alors je sais pas si c'est leur véritable nom ou si c'est juste un raccourci pour leur librairie, mais ils appellent ça Material Components directement. C'est la librairie web. Alors Aurélien, tu rigoles comme un con au taf, il va falloir m'expliquer. Voilà. Pour donner une idée donc sur Material.io, donc vous avez iOS, Android, Web et Flutter, donc qui est la plateforme pour créer du mobile natif made in Google. Et pour le web, en fait, alors ils appellent ça Material Components si je dis pas de bêtises. Ce sont juste des petits composants, vous implémentez que ce dont vous avez besoin. Et par exemple, en Components, vous allez avoir par exemple les cartes qui sont très utilisées de nos jours sur les sites et qui donnent à peu près ceci. Voilà. Donc c'est du simple CSS, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dessus, et vous pouvez rajouter du JavaScript pour la mise en page et le dynamisme. En fait, c'est du Android pur et dur, quoi. C'est de l'Android, c'est les nouvelles contraintes voilà, de design Google portées sur web. C'est ça. Sur Android, vous avez ça depuis des années maintenant. Voilà. Sachant que vous pouvez l'implémenter sur iOS aussi, donc c'est plutôt pratique si vous voulez avoir une application qui a la même tête un peu partout. Et avec les PWA qu'on verra peut-être, vous pouvez avoir directement votre application web sur votre téléphone installée comme une application native. Ça, c'est intéressant, par contre. Ouais. Ça pourrait être pratique, notamment pour tout ce qui est accès offline sur le site, avoir des accès sur peut-être les cursus quand vous êtes offline, ça peut être pratique du coup. Bon. Donc ça, on verra, c'est du JavaScript Vanilla, donc ça ira assez vite. Ok, pas de questions particulières? C'est tout bon là-dessus? Alors, j'ai pas fait les wireframes encore.
Je suis pas très très bon designer pour te dire, mais non, pour le moment, j'ai pas les wireframes puisqu'on est là pour le moment sur la première session, je les ai pas fait. Mais effectivement, pour la première, donc notamment sur la home page, donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après, il y aura sûrement des wireframes en place. Vous pourrez les regarder, il n'y a pas de souci. Oui, alors au feeling, ça sera un peu au feeling sur les wireframes, hein, mais voilà, ça sera en place après. Voilà. Mais ça viendra. Voilà. Après, si tu te sens l'âme d'un designer, hein, on le dit. Pas de souci. Ok. Pas de points complémentaires pour tout le monde, c'est tout bon? Bon, ça a l'air bon pour tout le monde. Bah écoutez, on va se lancer du coup donc sur le suivi GitLab, puisque c'est le point qu'on voulait aborder aujourd'hui, donc du coup le débrief et le GitLab. Donc, dans le suivi de projet, vous utilisez, déjà qui n'utilise pas GitHub? J'en profite. Qui ne s'en est jamais servi? Alors j'ai vu Cédric qui a levé la main comme ça. Non, apparemment tout le monde s'en est servi au moins une fois. Qui ne s'en sert pas au quotidien? Je vais reformuler la question comme ça. Ok, bon, pour le moment tout le monde s'en sert. Qui a utilisé un outil comme Bitbucket, par exemple, ou Microsoft Code? Alors pas Visual Code, hein, Microsoft Code. Ils ont leur propre outil pour stocker du code, non? Personne. Bon, de toute façon, GitHub et Microsoft, voilà. Donc, nous, on va utiliser GitHub parce que, bon, c'est pas forcément pratique et il n'y a pas forcément tous les outils dont on a besoin à l'intérieur. Donc, on va utiliser GitLab, donc qui est une alternative gratuite et payante à GitHub. Il y a une offre gratuite, donc qui est largement suffisante pour faire ce dont on a besoin, et il y a une offre payante où vous pouvez faire de l'héberger sur vos propres projets ou utiliser directement la plateforme gitlab.com. Il y a quelques options en plus. Donc, Juste, Guillaume, si tu l'héberges toi-même, le GitLab, tu as d'autres options normalement payantes qui sont gratuites. Hein. ouais, tu as des petites options en plus. Ouais. Après, moi, perso, je préfère l'offre hébergée toute seule sur gitlab.com qui est largement suffisante pour ce qu'on fait de toute façon avec les projets. Après, c'est vrai que si tu as des projets plus privés et plus sensibles, il vaut mieux avoir une instance à part, c'est plus simple. Oui, après, effectivement, moi j'ai testé le GitLab en hébergé chez moi et au final, à part leur nouvelle option là qui est, je sais plus, la géolocalisation pour les projets en commun, il n'y a rien d'autre de plus, effectivement, de plus, Il n'y a rien de plus chouette, sinon, on va dire. Ou, ouais, voilà. Ouais. Le problème, c'est ça, en fait, c'est que sur GitHub, vous avez toute l'habitude, tous et toutes, d'intégrer peut-être des outils externes type Circle, Travis, ainsi de suite. Et c'est pratique, ça fait le travail pour vous. Là, sur GitLab, potentiellement, vous avez une plateforme où il y a tout d'intégré. Et il y a certaines options qui sont décochées en fonction des tarifs que vous y mettez. GitLab n'est pas forcément plus cher que certains outils. Hein. Ça se joue à 3 fois rien. Je crois que l'offre est à 5 euros. Alors, pour les runners partagés sur la CI, alors ça, on va le voir pour l'intégration continue. Perso, sur l'usage du GitLab.com, j'ai pas de souci de performance sur les runners partagés. Ils sont pas forcément plus lents ou plus rapides, hein, c'est sûr. Après, ça dépend de ce qu'on fait avec la CI, bien entendu, mais ça, on verra ensemble de toute façon. Le gros inconvénient que vous allez avoir de l'offre hébergée sur votre serveur à vous, c'est qu'il faut tout configurer. Là où GitLab, par défaut, c'est tout configuré en natif. Oui, quand Microsoft a dit qu'il rachetait GitHub, les runners sont tombés les uns à la chaîne des autres. Bien entendu. Ok, nickel. Donc, GitLab, donc vous y accédez par gitlab.com. Hein, ça là-dessus, je vous encourage à le regarder. Donc, bon, l'interface, c'est sensible, risque de changer potentiellement. Hein, ils font des déploiements tous les jours, donc ça risque d'aller assez vite. L'idée, en fait, c'est que GitLab vous permet de tout gérer sur une seule et même plateforme. On vous le notifie aussi, notamment ici. L'idée, c'est que vous pouvez planifier totalement votre projet, donc que ce soit les issues, les pull requests, qui sont appelés des merge requests ici, mais vous pouvez tout planifier sur la même plateforme. Vous pouvez faire tout ce qui est système de création, donc vous avez dû stocker votre code, il y a un IDE en ligne qui est disponible, qui n'est pas aussi puissant que PHP Storm, mais qui permet de faire grosso modo les mêmes choses. Vous pouvez vérifier votre code, donc vous pouvez faire en sorte de dire je ne déploie pas si j'ai une erreur sur ma CI, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Ou si j'ai une contrainte qui n'est pas respectée, je ne déploie pas. Vous pouvez faire ce qu'ils appellent du package. Alors, le package, ça va être notamment ce que vous déployez et vous développez avec Docker. Vous allez pouvoir stocker vos propres images sur GitLab, donc ce qui est plutôt pratique pour avoir des images privées, parce que sinon, par défaut, sur le hub Docker, elles sont publiques. Donc, c'est plutôt sympa si vous voulez toutes les avoir au même endroit.
Vous avez un système de release, donc qui peut être plutôt pratique. GitLab a un outil qui s'appelle l'AutoDevOps, donc qui vous permet en fait de ne plus vous soucier du tout de ce que vous faites avec votre code, c'est-à-dire vous ne configurez plus la CI, c'est des GitLab qui s'en occupent directement. Donc il va construire votre projet, il va suivre la qualité du code. Donc là on le voit notamment sur la qualité, il va construire les containers, tester votre code, le déployer en production, faire les suivis de performance, ainsi de suite. Donc ça peut être plutôt pratique si vous voulez aller vite, sans forcément vous soucier de l'architecture, hein. Ça peut être plutôt sympa. Il y a toute une configuration. GitLab est très complet en termes de configuration. On va le voir ensemble rapidement. Mais vous pouvez grosso modo configurer tout ce que vous imaginez sur un projet avec GitLab. Et vous pouvez faire un suivi de votre projet, donc notamment sur les erreurs que vous pouvez avoir dans vos builds, le nombre de déploiements par jour, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça peut être plutôt pratique si vous voulez avoir un site qui se déploie très rapidement, qui soit fiable. Avec GitLab, du coup, vous pouvez le suivre. Donc après, je vous épargne la pub classique. Il y a une intégration native de GitLab avec Google Cloud Platform qu'on va utiliser pour le projet. Il y a des discussions qui sont en cours pour l'implémenter avec AWS, donc il y a la plateforme Amazon. Certaines options sont déjà disponibles sur AWS, mais la plus grosse implémentation, c'est Google Cloud, puisque GitLab tourne sur Google Cloud. Donc c'est plutôt pratique à l'implémenter. Il est gratuit par défaut, donc en self-host, vous pouvez le tester gratuitement pour 30 jours, sinon après il faudra passer sur un système payant, sauf si vous êtes sur l'offre gratuite. Les fonctionnalités sont déployées tous les mois et c'est à peu près tout là-dessus. Donc, en termes de prix, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez l'héberger vous-même. Donc en hébergement vous-même, vous avez une offre classique qui est à 0 €, vous ne payez rien. Donc vous avez la CICD, les issues, l'intégration LDAP, donc ça c'est notamment pour tout ce qui est serveur, ainsi de suite. Vous avez l'offre starter, donc il y a quelques implémentations en plus, notamment l'approbation des merge requests, qui peut être plutôt sympa. En premium, vous avez des outils en plus, donc ça va être plutôt pour les entreprises. Et l'ultimate, alors là, vous avez potentiellement tout ce que vous avez envie et vous pouvez imaginer. Sur l'offre gitlab.com, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a un petit peu plus d'offres, un petit peu plus d'options qui sont activées. Par défaut à 0 € par mois, donc vous avez quelques options supplémentaires, notamment les changes qui sont par les reviews, le time tracking qui n'est pas par défaut, et après ces offres bronze, silver et gold, donc qui sont l'équivalent de ce qu'on a vu sur le self-host. Donc nous, on va utiliser GitLab. Donc je vais me connecter puisque j'ai déjà un compte. Alors vous pouvez le linker avec vos comptes Google, Twitter, GitHub, Bitbucket. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas fans. Essayez plutôt d'avoir un compte GitLab qui soit séparé de vos autres comptes. C'est plutôt sympa. Hop. Et voilà. Donc là, on est sur GitLab. Donc avant que j'aille plus loin, est-ce que déjà il y a des questions? Je regarde. Alors, Romain, si tu veux héberger chez toi GitLab plus runner, il faut 8 Go de RAM sur le serveur, je testais avec 4. Oui, alors les runners peuvent être assez exigeants si tu les héberges toi-même. Donc, il faut une grosse machine pour pouvoir l'héberger soi-même. C'est pour ça que généralement, on met plutôt sur des serveurs à part. Après, ça dépend de ce que vous faites avec les runners. Ça, on pourra le voir de toute façon, puisqu'on va s'en servir. Ok. Donc, sur votre dashboard GitLab, donc vous allez avoir les projets qui remontent, donc tous ceux que vous aurez créés. Donc là, bon, il y en a plusieurs qui remontent déjà. Nous, c'est celui-là qui va nous intéresser, donc celui qui est ici. Les autres, pour le moment, c'est pas important. Donc, par défaut, vous pouvez stocker vos projets. Vous allez avoir des groupes, les activités, donc qui vont vous remonter grosso modo ce que vous avez fait sur vos projets. Les milestones, donc qui vous permettent grosso modo de faire des systèmes de sprint. C'est un petit peu l'idée là-dessus. Pour ceux qui sont notamment chefs de projet, ça peut être pratique. Les snippets, qui sont l'équivalent de tout ce qui est Gist sur GitHub. Donc, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez créer un nouveau projet, un groupe ou un snippet, ça vaut aucun souci. Vous avez un suivi des issues, des merge requests ou des to-do. Donc, ça, to-do, grosso modo, c'est ce que vous avez à faire, c'est ce qui peut être implémenté. Et vous avez un suivi de votre profil directement. Donc, comme un peu sur GitHub, vous avez le suivi. Voilà, pour ceux qui veulent tout mettre en bleu, vous pouvez le faire. Donc, nous, on a déjà donc un projet practice. Si vous voulez créer un nouveau projet, donc admettons vous lancez votre premier projet sur GitLab, vous pouvez partir d'un projet à blanc, donc il n'y aura rien à l'intérieur. Par défaut, la visibilité est privée, que vous n'avez pas sur GitHub. Vous l'avez sur Bitbucket, mais pas sur GitHub. Et là, c'est gratuit, le fait d'avoir un projet privé. Vous pouvez le mettre en interne, donc ça, c'est potentiellement tout utilisateur logué pourra y accéder, et un public, tout le monde peut y accéder. Donc, il remontera dans le champ de recherche. Vous pouvez en créer depuis des templates. Alors, les templates, il y a 3 fois rien. Vous avez Ruby on Rails, Java et JavaScript. Voilà, puisque Spring, c'est Java, si je dis pas de bêtises.
Vous pouvez importer des projets donc directement depuis d'autres sources, hein, ça pose pas de souci. Et vous pouvez ajouter de l'intégration continue et du déploiement continu pour des projets externes, donc notamment pour tout ce qui est sur GitHub. Vous pouvez avoir votre projet sur GitHub et faire de l'intégration sur GitLab. Ça, on n'en parlera pas puisque nous, on va tout partir sur le même projet. Vous créez un projet, vous faites Create Project et le projet remonte sur votre dashboard directement. Voilà. Je ne vous montrerai pas, c'est assez intuitif là-dessus, vous pouvez le regarder tout seul. Donc, nous, on va partir donc sur le projet Practice, donc qui sera assez simple là-dessus. Une fois que vous avez créé votre projet, donc vous avez les premières instructions, comme sur GitHub, hein, ça change pas là-dessus. Nous, ça on le fera la semaine prochaine, puisque la copie du code sera faite la semaine prochaine, puisqu'on verra la mise en place. Donc, ce que vous avez là, c'est votre dashboard pour le projet de manière complète. Donc, vous allez avoir votre code qui remonte ici, vous pouvez ajouter README, licence, activer l'AutoDevOps, ajouter Kubernetes, ainsi de suite. Le télécharger, le mettre en favori, vous pouvez ajouter un nouveau fichier, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plein d'outils qui sont disponibles là-dessus, plein d'options, on va les voir ensemble. Est-ce que déjà il y a des questions? J'en profite, là, sur les premiers points qu'on vient de voir. Là, on attaque un petit peu plus en détail, non? Ça a l'air bon? Ok. Donc, dans la partie project, donc vous avez le détail du projet, les activités de votre projet. Donc, potentiellement, c'est ce qui se met en place, hein. Donc là, voilà, il n'y a que deux activités. J'ai créé le projet, Aurélien l'a rejoint directement. Et vous avez les analyses en cycle, donc qui vous permettent d'avoir une idée, grosso modo, de ce qui se passe sur votre projet. Donc, notamment, vous allez avoir les issues qui ont été créées, les commits, les déploiements. Donc, vous pouvez le trier en fonction des périodes, hein, les derniers jours, le dernier mois ou les 3 derniers mois. Ça vous permet de suivre un petit peu ce qui se passe sur votre projet. Ça peut être plutôt pratique. Pour donner une idée, je crois que je dois avoir un projet un poil plus complet où je peux le montrer. Je sais pas si... Voilà. J'allais juste te poser la question par rapport à ça. Moi, si je prends l'exemple de Snowtrix, à chaque fois, il me dit que j'ai pas assez de data, justement, comme tu l'as ici, là. Alors, ça dépend où est-ce que tu pousses ton code. Est-ce qu'il est sur master ou sur une branche à part? Il est sur une branche à part. Alors, si tu l'as sur une branche à part, c'est possible qu'il ne puisse pas récupérer les datas, puisqu'il se concentre surtout sur master, en fait, dans les analyses. D'accord, ok. Ouais, d'accord. C'est pour ça, ouais. Ok, en ça fait, marche. si par contre tu fais ta merge request, on va le voir après, tu le pushes sur master, là par contre il sera capable de remonter dans ton index et de voir du coup ce que tu as fait. Ok, ça marche. Ok, ça explique tout. Ok, merci. Aucun souci. Donc c'est ce qu'on a là, grosso modo, là sur un projet à part. Donc on a à peu près 3 issues dans les 30 derniers jours. Et là, on le voit voilà, dans les 3 derniers mois. Donc il y a eu 6 issues, 247 commits. Il n'y a pas eu de staging, il n'y a pas eu de test, ainsi de suite. Voilà. Là, il n'y a pas forcément de data puisque c'était sur master. Donc ensuite, on a le système d'issues. Donc vous avez déjà sur GitHub qui peut se rapprocher un petit peu de ce qu'on va avoir en entreprise, qui est un système de tickets, donc notamment Jira, pour ceux qui travailleraient sur la suite Atlassian. Donc une issue, c'est quoi? Ça va être un ticket, grosso modo, vous allez dire il y a ça à faire. Donc ça peut être votre backlog, ça peut être une fonctionnalité que vous voulez déployer, ça peut être un bug qui a été remonté, ça peut être une optimisation de performance, peu importe. Ça là-dessus, vous mettez ce que vous voulez. L'idée, c'est de créer un petit ticket et de dire, voilà, j'ai ça à faire. Ça, c'est l'équivalent de vos issues sur GitHub. Et c'est notamment là-dessus qu'on va se baser pour créer toutes les fonctionnalités et les mises en place. Donc, notamment, on planifiera la semaine prochaine, du coup, par une issue. Vous avez ensuite ce qu'ils appellent des boards. Donc, un board, c'est quoi? C'est un tableau de bord, grosso modo, pour suivre vos issues. Donc, ça va vous permettre de suivre vos tickets pour dire est-ce qu'il est dans le backlog? Donc, c'est quelque chose à faire un jour quand on aura le temps. Est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'il est à faire ou est-ce qu'il est fermé? Donc là, par défaut, vous pouvez faire un add default list. Il vous ajoute 2 listes en plus, donc to do, donc potentiellement ce qui est à faire, et doing, donc qui est une issue que vous êtes en train de faire, donc ce qui peut être plutôt pratique. Et vous pouvez ajouter des listes vous-même, ça on le verra après, vous pouvez créer vos propres labels, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez créer autant de boards que vous voulez, donc là il y en a un pour le développement, mais on pourra en créer un par exemple pour la production. On pourrait dire j'en crée un pour la production. On lui ajoute une liste classique, donc doing et to do, et ici dans les boards, donc on en a development, et on peut switcher aussi sur production. Donc vous pouvez avoir autant de boards que vous voulez. L'avantage, c'est qu'en fonction des cas dans lesquels vous êtes, vous pourrez jouer sur le suivi des issues. Vous pourriez avoir un board, par exemple, pour le back-end et un board pour le front-end. Ça peut être plus pratique pour découper du coup vos fonctionnalités et suivre un petit peu ce que vous faites. Vous avez en parallèle les labels, donc qui vous permettent de faire des tris. Grosso modo, c'est des petits tags que vous mettez, c'est des petites étiquettes que vous mettez sur vos issues et sur vos boards, du coup. Ça peut vous permettre de trier un petit peu vos fonctionnalités. Donc là, on a doing, to do, mais vous pouvez créer vos propres labels. Hein. Il vous faut juste une couleur.
donc qui est un code hexadécimal, un titre, une description, et écrira le label pour vous. Service desk, donc ça va être pour directement les petits suivis d'utilisateurs au sein de GitLab, c'est pas forcément important là-dessus. Et vous avez les milestones, donc qui sont l'équivalent des sprints. Grosso modo, vous dites, ben voilà, de aujourd'hui à dans une semaine, on a ça, ça, ça et ça à faire. Vous enclenchez un milestone, et ça vous permet du coup de vous tenir sur ce sprint-là. Ça peut être dire, on termine, je sais pas, par exemple, le déploiement d'un cursus, ou on fait complètement la fonctionnalité des tests. Donc, on va faire tout ce qui est création du back-end, création du front-end, suivi de performance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, on pourra le voir du coup directement. Est-ce que sur le suivi des issues, il y a déjà des questions? J'en profite. Je sais que ça peut être un peu chargé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ça a l'air bon pour tout le monde. Nickel. Donc, en plus des issues, vous avez un suivi de merge request. Donc, merge request qui sont l'équivalent des pull requests qu'on vous demande pas mal sur vos projets perso, donc sur les formations que vous suivez, où l'idée, c'est que potentiellement, on vienne valider ce que vous avez fait. Donc, on va dire, par exemple, vous allez dire, je crée une issue, je crée une branche à part, je crée une merge request. C'est comme ça qu'on pourrait fonctionner. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir suivre ce qui est fait du coup sur telle issue, telle merge request, ainsi de suite. Et au moment où tout passera et que vous êtes sûr que tout est bon, vous mergez la nouvelle release, on va dire, par exemple, de develop vers master. Donc, ça vous permet d'envoyer complètement votre code sans le faire en ligne de commande. C'est plutôt pratique. Ça, on verra ensemble. Toujours pareil. Ça peut être plus pratique en plus pour suivre les changements. Pour donner un exemple, c'est l'équivalent des pull requests que vous avez sur GitHub. Par exemple, si on va sur, je sais pas, pour ceux qui sont sur Symfony notamment, vous avez sur Symfony, vous avez, là il y a presque 200 pull requests. Une merge request, c'est l'équivalent d'une pull request. Donc typiquement, ça va permettre de suivre ce qui est fait, de voir les fichiers qui auront été changés, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, tout simplement. C'est cet équivalent. On a maintenant donc le gros de GitLab, qui est tout ce qui est intégration continue et déploiement continu. Donc, qui n'en a jamais fait? À qui ça ne parle pas? Donc, Romain, ça ne lui parle Cédric, pardon, ça ne lui parle pas. Jonathan, ça ne lui parle pas. Maël, ça lui parle ou pas? Non, pas plus. Maxime, ça lui parle pas non plus. Alexandre, ça lui parle pas. Anne-Marie, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, vous en avez vu un petit peu, ok. Ok. Donc vous avez, grosso modo, si on découpe les deux blocs, vous avez intégration continue et déploiement ou développement continu, ça marche aussi. Donc l'intégration continue, ça va être le fait de développer en continu votre code et de vous assurer que tout ce que vous faites passe toujours. Donc ça va être par exemple vous assurer que les tests fonctionnent, que vous avez pas de soucis de performance, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va être de l'intégration continue, où vous intégrez des blocs de code en continu dans votre code principal. Et vous allez avoir le développement, on va parler surtout de déploiement continu, où là, vous allez déployer de manière continue votre projet. Donc, vous allez dire, si tout passe, je déploie automatiquement mon projet, donc ma nouvelle version du code sur mon serveur, mon VPS, mon système cloud, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est utilisé par 90% des entreprises actuelles. Vous avez du déploiement continu obligatoire aujourd'hui. L'idée, c'est de ne pas perdre de temps entre ce que vous développez et ce que vous déployez. Puisqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas tomber un site. Donc, il vous faut à chaque fois déployer de manière continue. Alors, Romain... C'est une technique qui se fait automatiquement? Alors, c'est pas automatiquement, il faut que tu le configures, mais l'idée, c'est d'être automatique en fait sur ton déploiement. C'est ça. L'idée, c'est de dire, par exemple, je sais pas, tu développes tous les jours, tu dis, on déploie jusqu'à 5 à 6 nouvelles versions par jour. Ça peut arriver, il y a certaines entreprises qui le font. Au lieu à chaque fois de se connecter sur le serveur, de faire un git clone, mettre à jour ta config, ainsi de suite, tu vas dire à ton outil d'intégration continue et de déploiement continu, déploie pour moi. Donc lui, il va faire tout ça pour toi, et du coup, tu n'as plus à te soucier de déployer à la main. Donc c'est un script que tu fais et que tu appelles quand tu veux déployer. C'est ça. Si on le vulgarise, c'est ça. Là, on le verra par GitLab, notamment pour déployer de manière continue sur Google, notamment, puisqu'on va se baser là-dessus. Et Romain, il n'y a rien qui passe. C'est-à-dire en intégration continue ou en déploiement continu? Ou les deux? Ah, les tests. Ouais, alors les tests, c'est... Bon, ça, on pourra le voir ensemble. Mais l'idée, c'est qu'en fait, là, sur le projet, on va faire des tests continus, donc notamment TDD. Donc, tant qu'un test ne passera pas, on ne le touchera pas.
Mais voilà, ça, les tests, de toute façon, ça, on le verra ensemble. L'idée, c'est que vous soyez tous capables, en fait, de développer de telle sorte à ce que vous soyez toujours dans le vert et que vous n'ayez pas de bug ou quoi que ce soit dans vos applications. OK? OK. Impeccable. Donc, l'intégration continue, donc c'est intégré dans GitLab. Pour vous donner une idée, donc sur un projet qui a déjà de l'intégration continue intégrée, donc l'intégration continue, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Bon, j'en ai quelques builds en erreur, mais l'idée c'est que par exemple, on va lui configurer un suivi de qualité, par exemple sur Insight, donc sur Central Insight. Bon, il va nous dire si ça passe bien ou pas. On va avoir les tests unitaires, notamment PHP Unit, là, qui vont tous passer au vert, il n'y a pas de souci. On va avoir BIAT, par exemple, donc on va s'en servir notamment sur le projet. On va avoir les tests fonctionnels, plus les tests utilisateurs, hein. Ça, il y en a pas mal là-dessus. Et après, bon, le build Docker, bon, là, qui fait rien, mais dans l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'on va passer par un système de pipelines et on va lui dire, voilà, lance les tests unitaires, lance les tests fonctionnels, construis mes images, déploie automatiquement, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme ça, il pourra avancer au mieux. Et vous n'avez plus à vous soucier de déployer à chaque fois. Vous faites votre code, vous poussez le commit et il se débrouille. OK? Ouais, c'est sympa quand c'est tout en vert. Alors, alors, Alex. Donc, Alex, Amazon propose du déploiement scalé. Par exemple, 5% des utilisateurs dans la nouvelle version. Oui, alors ça, c'est du déploiement. C'est ce qui va être du déploiement blue-green ou du. Alors, je crois que c'est A/B testing, ainsi de suite. Effectivement. Alors, Amazon le propose, Google aussi, depuis quelques semaines maintenant, mais c'était pas natif. Alors, pour compléter ce qu'a dit Alex, l'idée, c'est qu'imaginons que vous ayez un site comme, je sais pas, Twitter, par exemple. Vous utilisez toujours twitter.com. Ok, ça là-dessus, il n'y a pas de changement. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que twitter.com, il y a peut-être un serveur qui l'héberge de manière générale, et il y en a peut-être un qui sert juste pour la pré-production, c'est-à-dire pour tester les nouvelles versions qui vont être déployées. Le gros avantage du déploiement tel qu'en parle Alex, c'est que vous allez pouvoir dire, à chaque fois qu'une nouvelle version est déployée, je redirige à peu près 5% des utilisateurs de Twitter sur la nouvelle version, pour voir s'il n'y a pas de bug, s'ils peuvent s'en servir, s'il n'y a pas de souci, ainsi de suite. Si ces 5% sont contents et qu'il n'y a pas de bug, on fait en sorte de rediriger tout le monde sur la nouvelle version. Ça vous permet du coup de tester des nouvelles versions en continu sans planter l'expérience de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, un site, vous ne pouvez pas planter une erreur 500 comme ça et dire j'ai un souci sur le site. Faut que vous soyez sûr que ça passe. Donc ça peut vous permettre du coup de simplifier le déploiement. Mais effectivement, c'est autorisé, c'est recommandé de plus en plus pour le déploiement. Donc ça peut faire partie de votre politique de déploiement. On le verra peut-être pas sur le déploiement continu, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous renseigner. Il me semble que c'est tout ce qui est blue-green. Blue-green testing. Bon, Martin, il faut leur en parler, mais si vous allez sur... voilà, notamment, je crois qu'il en parlait ici, voilà. Vous allez avoir votre utilisateur classique, le routeur, et vous dites, je redirige. Donc là, c'est la version principale que vous avez, et ça, c'est la nouvelle version. Vous allez pouvoir dire, je redirige une partie du trafic sur la nouvelle version pour tester du coup que ça fonctionne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça peut être plutôt pratique. Ça fait des années que ça existe, mais Amazon le propose depuis quelques temps, effectivement. OK. Là-dessus, pas de questions? J'en profite? Non, ça a l'air bon pour tout le monde. OK. Donc les pipelines que vous avez, là en suivi tout vert, vous avez le suivi des jobs, donc grosso modo c'est toutes les tâches qui ont été lancées. Là moi j'en avais pas mal en erreur pour donner une idée quand ça plante. C'est pas hyper joli, hein, mais vous avez par exemple un échec ici. Là c'était PHP Unit, il y avait une erreur sur un test, il va vous dire il stoppe le process. Voilà. Ça peut être plutôt pratique. Vous pouvez planifier des tâches aussi, donc vous pouvez dire par exemple tous les jours je veux tester master. Ça peut être pratique. Et vous avez les charts, qui vous permettent de suivre grosso modo avec des statistiques le nombre de builds que vous lancez, donc pour l'intégration continue, et le nombre qui échoue, qui réussit. OK. Alors, hello Carole, du coup. Bonjour. Excuse-moi pour le retard, je suis un rendez-vous. Aucun souci. Nickel. Donc, sur les points que tu n'as pas vus, on a fait un débrief sur le projet qu'on va faire. Et là, on est en train de faire un point, du coup, sur GitLab pour suivre le projet. D'accord. Je regarderai la vidéo pour retrouver le début, alors. Tu auras le replay, il n'y a aucun souci.
Donc, sur l'intégration continue, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Déjà, j'en profite. Pour ceux qui étaient là, quand on était dessus, du coup, j'en profite. Non, ça a l'air bon? Ok. De toute façon, ça, on aura l'occasion de revenir dessus puisqu'on va le mettre en place du coup pour suivre les tests. Donc, on pourra s'en servir, sachant que GitLab se base sur Docker pour l'intégration continue. Donc, ça nous permettra d'avoir un environnement de travail complet. En plus de l'intégration continue, vous avez les opérations. Alors, les opérations qui sont plus liées à tout ce qui est déploiement. Donc, vous allez avoir notamment tout ce qui est Kubernetes pour déployer vos containers Docker, ainsi de suite. Vous allez avoir les registries, donc qui permettent de stocker vos nouvelles versions de projet. Hein. Donc ça, ce sont des containers Docker. Vous pouvez dire, voilà, par exemple, j'ai une nouvelle version de mon projet, je build l'image, je la stocke, ainsi de suite. Vous allez avoir le wiki, qui est l'équivalent d'une documentation pour votre projet. Donc qui va vous permettre de dire, je sais pas, l'équivalent des fonctionnalités, ainsi de suite. Hein. Pour ceux qui auraient déjà travaillé avec la suite Atlassian, c'est l'équivalent de Confluence, sauf qu'il ne fait pas des PDF, celui-là. Vous allez avoir les snippets, donc qui sont équivalents des GIST sur GitHub. Donc vous pouvez en créer un, hein, vous lui spécifiez, alors je crois que le format, voilà, vous pouvez lui spécifier le format, le fait qu'il soit privé, ainsi de suite. Et ensuite, on a donc tout ce qui est settings, donc notamment sur les projets, vous pouvez changer le nom des projets, ainsi de suite. Vous pouvez avoir un template par défaut pour vos issues, donc c'est en Markdown, ça c'est plutôt pratique. Vous pouvez définir qui a accès sur le projet, comment est-ce qu'il y a accès. Vous pouvez supprimer le projet, ça ne change pas. Vous pouvez définir les membres du projet, donc notamment avec les rôles qui sont dessus. Les badges, alors ça c'est vraiment juste pour se la péter en société, hein, c'est juste pour voir si vos builds passent, ainsi de suite. Vous avez l'intégration, donc qui vous permet de faire un petit peu comme les applications de GitHub. On ne rentrera pas dans le détail, mais vous avez déjà plusieurs intégrations. Je crois qu'il y a notamment Slack, si vous voulez avoir le suivi de vos projets sur Slack, tout ce qui est build, ainsi de suite, ça peut être plutôt pratique. Vous pouvez l'intégrer sur GitHub, avoir les emails, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est plutôt simple. Les repositories, donc là, qui vous permettent de définir les règles du repository. Donc, vous allez avoir notamment tout ce qui est pour pousser automatiquement sur un GitHub, pouler automatiquement sur un GitHub, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est plutôt pratique. Vous pouvez protéger des tags ou des branches, ça on reviendra dessus. Vous avez des tokens pour le déploiement, ainsi de suite. La configuration sur l'intégration continue, donc qui vous permet notamment de configurer le temps maximum pour lancer un build. Les statuts par défaut, ça c'est pareil, c'est pour se la péter en société. L'auto-DevOps, donc qui peut être pratique si vous voulez pas configurer, pas vous embêter automatiquement, tout configurer, il va le faire pour vous. Tu passeras plus de temps à configurer l'auto-DevOps que faire un GitLab CI. Ouais. Voilà. C'est le problème. C'est le problème. Moi, tu te souviens, j'avais testé, franchement, j'ai laissé tomber, quoi. Franchement, c'est un sacré bordel, quoi. C'est le gros problème, en fait, de l'auto-DevOps. C'est qu'il vous simplifie la tâche parce qu'il lance beaucoup de choses pour vous, mais si vous avez des configurations plus spécifiques, comme par exemple des tests PHP Unit qui attendent quelques paramètres, faut tout reconfigurer derrière. Donc, ça va plus vite en faisant un GitLab. Effectivement. Puis bon, peut-être que tu n'as pas besoin de tout lancer sur ce qu'ils font. Je pense notamment à la qualité qu'ils lancent. C'est pas forcément pratique parce que le code Climate, c'est bien, mais ça fait pas tout. Aussi, ouais. Voilà. Après, vous pouvez vous en servir, mais c'est pas obligatoire. Si vous avez besoin d'en savoir plus là-dessus, il y a la documentation, notamment sur le DevOps, où on peut faire les tests automatiques. Bon, après, il y a certaines options qui sont autorisées que sur certaines offres. Vous pouvez faire du test sur les navigateurs, ainsi de suite. Donc ça peut être plutôt sympa, mais voilà. On préférera toujours le GitLab puisqu'on a le contrôle du coup sur ce qui est fait. OK. Vous avez ensuite la configuration des runners, donc ça va être pour lancer vos tests, ainsi de suite. Hein, ça, c'est indispensable pour lancer votre environnement de CI/CD. Donc, il y en a par défaut qui sont déjà partagés, hein, vous pouvez vous en servir. Vous pouvez créer vos propres runners, il n'y a pas de souci. Vous avez des variables d'environnement, donc ça qui peuvent être plutôt pratiques si vous avez des informations sensibles à passer. En fait, de l'intégration continue, ça peut être, je sais pas, par exemple, alors pas nécessairement les valeurs qui sont dans le point env, parce que vous êtes censé avoir un point dist, notamment sur Symfony, mais si vous avez, je sais pas, par exemple, des identifiants de connexion sur un service externe ou des choses comme ça, vous pouvez les passer ici, elles seront pas publiques, elles seront disponibles que pendant les builds, ça peut être plutôt sympa. Et vous pouvez lancer vos pipelines de manière automatisée en fonction d'un appel API, d'un appel curl, d'un GitLab ou ainsi de suite. Ça peut être plutôt sympa si vous faites des lignes de commande, ainsi de suite. Vous avez les pages, donc là, qui sont plutôt pour tout ce qui est page GitLab, c'est l'équivalent des pages GitHub, et vous pouvez faire un audit, donc là, c'est juste pour avoir une idée, grosso modo, de ce qui se passe, et ce qui est suivi sur votre projet. OK. Est-ce qu'il y a des questions? J'en profite.
Pas de sujet, rien? Non? C'est tout bon? Profitez-en, du coup, avant qu'on attaque la première issue, donc pour la semaine prochaine, comme ça on pourra le planifier. Vraiment rien de particulier? Ok, nickel. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier donc, pour la semaine prochaine. Donc, pour Carole, j'en profite. Donc, pour la semaine prochaine, on a fait une planification des sessions. Donc là, on est sur la session 1. Donc, on a le débrief et le suivi du projet par GitLab. Et donc, semaine prochaine, ce qu'on fera, c'est qu'on fera la mise en place d'un environnement local avec Docker, notamment. Donc, on va planifier, en fait, cette mise en place de l'environnement sur la première issue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va créer une issue. Mais avant de créer une issue, on va créer des labels, donc qui vont nous permettre de trier un petit peu ce qu'on fait, parce que doing et to do, c'est pas forcément parlant. Donc, on va créer un nouveau label. On va l'appeler, je sais pas, par exemple, Docker. Alors, je sais même pas si c'est la bonne couleur, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous lui donnez un titre, une description, une couleur en background, vous créez le label et automatiquement, le label peut remonter. Donc, ensuite, si on l'avait vu tout à l'heure dans les boards, vous pouvez rajouter du coup la nouvelle liste Docker. Ça peut vous permettre du coup de le trier sur les tâches qui sont que pour Docker, ainsi de suite. Ça là-dessus, il n'y a pas de contrainte. Donc nous, on va créer une issue. Oui, je veux la supprimer. Ici. Donc une issue, donc c'est comme un ticket. Donc essayez d'être le plus complet possible quand vous faites une issue. Donnez un titre qui soit parlant, mettez une description qui soit parlante aussi, puisque l'idée c'est que vous allez vous en servir pour faire ce dont vous avez besoin de faire. Donc là, par exemple, nous, c'est Docker, donc on va dire que c'est de l'infrastructure, et on va faire Docker Configuration directement. Donc on va passer à la suite sur la description, donc ça on verra tout à l'heure. Vous pouvez l'assigner à qui vous voulez, donc moi je vais l'assigner directement puisque c'est cette partie-là. Les labels, on peut lui rajouter Docker et le to-do, donc ça sera à faire du coup pour la semaine prochaine. Vous allez avoir un milestone, donc qui sont l'équivalent des sprints. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en créer un si vous voulez directement. Donc on va l'appeler new milestone, on va lui donner un titre infra, on va lui dire qu'il commence aujourd'hui. Donc ça, vous pouvez donner une date de début, une date de fin. Donc potentiellement, on l'attaque aujourd'hui, on va le terminer la semaine prochaine. Directement, on peut donner une description s'il y a besoin. Nous, on va juste créer le milestone, puisqu'on n'a pas besoin de s'embêter. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre milestone, donc grosso modo votre sprint, vous avez un suivi qui va se mettre en place à chaque fois, en fonction des issues que vous mettez en place. Et elles vont remonter ici. Donc nous, ici, on va pouvoir s'en servir. Milestones, donc il va peut-être pas le remonter automatiquement. Je vais refresh la page. Normalement, il devrait l'avoir cette fois-ci. Voilà, infra. On lui ajoute le label Docker. Et on lui dit la date à laquelle il faut que cette issue soit terminée, ça sera par exemple la semaine prochaine. Voilà. Donc au moins, ça permet de... Oui. Je te coupe juste, Guillaume, mais tu as oublié label, tu as mis Docker, il manque to do, je crois. Ah ouais, to do, j'avais pas vu. Effectivement. Très bien vu. J'avais pas vu. Donc, vous mettez les labels. En plus, ouais, j'y ai pas pensé, mais en plus, c'est pratique pour faire votre tri sur les tableaux de bord. Donc, ça, on va s'en servir. Donc, on met une date, du coup, à laquelle l'issue doit être faite. Et on mettra un body, donc, tout à l'heure, directement. Vous pouvez définir aussi un poids pour l'issue. Donc, potentiellement, vous voyez ça comme une priorité. Donc priorité 0, c'est pas important. Et on peut monter jusqu'à, je crois que c'est, alors le maximum, je crois que c'est 50. Là, par défaut, c'est 20. Mais si on lui dit weight 20, par contre, ça sera une issue qui est très importante puisque elle a un poids plutôt important. Vous créez votre issue, vous n'êtes pas obligé de mettre un body sur l'issue. Et vous avez votre issue qui a été créée. Donc vous avez le suivi sur le côté, toujours pareil, à qui elle a été assignée, si elle est épique, alors ça c'est pas important pour le moment, le milestone, le time tracking, donc le time, là vous allez pouvoir faire un suivi du temps que vous passez sur l'issue, donc notamment si vous avez passé 1 heure, 2 heures, ainsi de suite, la date à laquelle l'issue doit être faite, les labels, les poids, donc le poids de l'issue, le fait que ce soit confidentiel ou pas. Alors, si vous travaillez, imaginons que vous travaillez sur un projet où vous avez certaines fonctionnalités qui sont réservées à certaines personnes. Donc, imaginons, je sais pas, vous êtes 2 équipes, une équipe back-end, une équipe front-end, et vous travaillez sur une issue en back-end qui est confidentielle, c'est-à-dire que le front-end ne doit pas le savoir. Vous allez pouvoir le définir sur GitHub. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça arrive notamment très souvent sur des applications où vous avez des grands groupes qui travaillent. Peut-être que vous avez un service, je sais pas, compta, qui travaille sur quelque chose, et un service stock, peut-être, qui travaille sur autre chose. Ça peut être plutôt pratique de dire, il y a une fonctionnalité qui est disponible que pour le service stock.
parce que la compta ne doit pas être au courant, parce que pour le moment, ça ne les concerne pas, donc vous pouvez la mettre en confidentiel. L'avantage, c'est qu'il n'y a que vous qui y aurez accès. Donc ça peut être plutôt pratique. Là, sur les projets comme ça, vous n'en aurez pas besoin. Vous êtes tout seul à travailler dessus, donc confidentiel, ce n'est pas forcément la peine. Vous avez le fait de pouvoir bloquer l'issue. Donc, si elle est bloquée, vous ne pouvez pas y retravailler dessus. Vous avez les participants. Le fait d'avoir les notifications. Alors, les notifications, je vous encourage à les désactiver complètement. Parce que tout ce qui va se passer sur une issue, vous allez recevoir un email. Alors, si vous faites 50 commits dans la journée, ça fait 50 emails qui partent pour vous dire un nouveau commit a été ajouté. Donc, désactivez-les. Vous pouvez les désactiver aussi dans les préférences utilisateurs. Et vous pouvez déplacer l'issue. Donc là, on a créé l'issue. Si on va sur le boards, donc, vous allez avoir l'issue qui remonte en to-do. Et normalement, si j'ajoute la liste Docker, donc vous voyez, elle remonte aussi ici. Donc, vous pouvez faire un suivi du coup des issues que vous avez en cours. Donc là, on voit que l'issue Docker Configuration, donc elle est à faire. Et vous pouvez la déplacer soit dans le backlog. Donc, dans ce cas-là, ça fait disparaître le label to-do. Si vous remettez dans to-do, il revient automatiquement. Et si vous mettez dans doing, si vous êtes en train de la faire, et il change le label automatiquement. Donc, nous, on va être dans to-do. On ne l'a pas encore attaqué directement. Donc, les labels, il n'y a pas de suivi là-dessus. Les milestones. Donc, maintenant, on a l'infra, vous voyez, il nous a dit il y a une issue. Donc, elle n'a pas été complétée. Donc, l'avantage, c'est qu'ici, on peut voir, voilà, il y a une issue qui va être lancée, donc ongoing. Il y a potentiellement pas d'issue qui a été complétée encore. Et il n'y a pas d'issues qui n'ont pas été lancées. Donc, ça, c'est potentiellement si vous étiez dans le backlog. Et si on regarde les issues wait, donc là, vous n'en avez pas. Voilà, potentiellement. Est-ce que déjà, sur la création d'une issue, il y a des questions? J'en profite. Ça a l'air bon pour tout le monde. Est-ce que déjà, il y en a qui voient l'intérêt de faire des issues ou qui ne le voient pas? J'en profite. Ça a l'air bon? Ok. Nickel. Donc, une issue, là, potentiellement, si je crée l'issue comme ça et que je vous dis, voilà, super, tu as une issue Docker Configuration à faire. Vous allez me dire, ouais, c'est super ton système d'issue, mais là, techniquement, ça ne me sert pas à grand-chose. Il n'y a pas de body, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Ça ne va pas m'aider. Donc, c'est pour ça que vous pouvez modifier le body. Donc, vous pouvez le faire à la création ou même après. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de body prédéfini sur une issue. Vous pouvez en définir un. Ici, on va juste définir un contexte pour les issues. L'idée, c'est que vous soyez le plus parlant possible et le plus complet possible sur vos issues. Parce que c'est ce qui va vous servir, du coup, à développer. Alors, imaginons que je vous montre une issue sur laquelle je travaille en ce moment, sur laquelle j'ai travaillé. Tac, tac, tac. Donc, elle va être dans les clôturés. Ici, par exemple. Voilà. Donc, potentiellement, une issue, ça peut avoir cette tête-là. Alors là, il y avait un suivi qui était plutôt complet, mais voilà, là, c'était sur une fonctionnalité. Donc, on va dire, j'ai une fonctionnalité, j'ai des spécifications. Donc, c'est grosso modo ce que vous allez mettre en place. Les contraintes. Donc, ça peut être plutôt pratique quand vous travaillez notamment sur des entités, ainsi de suite. Et les tests. Donc ça, c'est une idée qu'on va pouvoir réutiliser pour créer nos propres issues. Donc, on va s'en servir notamment sur le projet. On va se baser sur ce body-là. Donc, la mise en page d'une issue, vous le faites avec Markdown. Qui n'a jamais fait du Markdown? Alors, Maxime n'en a pas fait. N'hésitez pas à le dire hein, pour ceux qui n'en ont pas fait ou qui ne sont pas à l'aise. C'est l'occasion. Donc, tous les autres, c'est tout bon sur Markdown. Ok. Donc, Markdown. Donc, vous avez une mise en page qui est un petit peu différente. Imaginons que je dise, bon, par exemple, feature. Donc, c'est grosso modo ce que je vais avoir à faire, c'est la fonctionnalité. Si je mets comme ça en preview, voilà, ça va me le mettre en gras automatiquement. Donc, vous avez un petit tiny MCE, grosso modo, un WYSIWYG hein, qui vous permet de le faire. Vous pouvez vous mettre en full screen. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Au moins, ça vous permet de passer en full screen ou pas pour la mise en page. L'idée, voilà, c'est que vous avez la mise en gras, la mise en italique, les quotes, pour insérer du code. Vous pouvez mettre du code dans une issue, les listes à puces, les listes numérotées et les listes à cocher. Donc ça peut être plutôt pratique. Les boutons, c'est les checkbox, grosso modo. Donc nous, on va dire, en termes de fonctionnalité, l'environnement Docker doit être mis en place, par exemple. Donc environnement Docker à configurer. Voilà. C'est pas hyper parlant, mais au moins on aura une idée. Et on va pouvoir définir des contraintes. Donc les contraintes, si on reprend donc du coup ce qu'on avait mis en place, là si je fais un premier clic, vous voyez j'ai une liste à puces qui apparaît. Donc en contrainte, on va dire j'ai besoin de PHP 7, j'ai besoin de MySQL en environnement de dev, j'ai besoin de PostgreSQL pour la prod, et j'ai besoin de SQLite sur l'environnement de test.
par exemple. Ensuite, j'aurai besoin de JavaScript, donc en version vanilla, directement. Et si je relance ma preview, voilà, j'ai une mise en page. Là, pour le moment, ça ne devrait pas vous surprendre. Donc ça, c'est les contraintes qu'on a vues tout à l'heure. Pour rappel, les contraintes sont listées ici. Tac. Pas dans les objectifs. Merci. Ah, il va m'embêter celui-là. Voilà, environnement technique. Donc vous avez PHP, JavaScript, SQL, environnement Docker, front-end, donc JavaScript Polymère potentiellement. Donc ça, on peut le noter aussi. Polymère ou Vue directement, ça on l'avait noté tout à l'heure. Mise en page, toujours pareil. On va avoir besoin aussi d'un serveur HTTP, que je n'ai pas noté sur les slides, mais on va utiliser Nginx. Qui n'a jamais utilisé Nginx? Alors, Jonathan, Carole, ok. Elle ne l'a pas touché encore. Cédric, tu l'avais vu, Nginx? Oui, normalement, ouais. Ouais, un peu, ouais. Un peu de loin. Alors, en anglais, Alex, oui, alors j'aurais pu la faire en anglais, c'est pas le problème. Là, je vais la faire juste en français pour avoir une idée. Mais bien entendu, vos issues, essayez toujours de les faire au maximum en anglais. C'est plus simple pour tout le monde à comprendre. Et puis, des équipes qui travaillent en français, il y en a très peu. Là, je la mets en français parce que ça sera plus simple à comprendre pour tout le monde. Mais notamment celle que je vous ai montrée, elle est en anglais, je crois, complètement. Ouais, voilà, elle est en anglais complètement. Alors après, je vous demande pas d'être Shakespeare sur vos issues, mais au moins que ce soit compréhensible pour tout le monde en technique, hein, c'est le plus important. Mais vous en faites pas, je me fouetterai pour ne pas l'avoir mise en anglais. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, donc on va avoir besoin donc, de PHP, MySQL, JavaScript, Nginx. On aura aussi besoin donc, de Blackfire pour le suivi de performance, ça on en parlera, et potentiellement de Node.js aussi. Donc, hop, voilà. Donc ça, c'est grosso modo les grandes lignes. Donc là, on a fait les features, on a fait les contraintes. On peut avoir la spécification aussi. Donc les spécifications, c'est grosso modo ce qui va être fait. Donc on pourrait s'en servir ici pour dire, par exemple, PHP 7, donc on doit avoir à l'intérieur un suivi, par exemple, suivi qualité, par exemple, par DevTrack et PHP Stan. Donc ça, on va s'en servir pour faire le suivi du code, notamment s'il y a des bugs, des choses comme ça. On pourrait s'en servir pour suivi qualité par Blackfire. Alors, je vais mettre en anglais parce que moi, ça fera plaisir à tout le monde. Performances, test using Blackfire, voilà. Alex sera content. Donc on aura le suivi de qualité, suivi de performance, et grosso modo on aura aussi les tests front-end, mais ça pour le moment ça ne sera pas implémenté directement. Donc là, si on fait la preview, et on peut cliquer du coup sur Change, alors j'ai enlevé le point ici, parce qu'on n'en aura pas besoin, on fait Save Change, et automatiquement il refresh, enfin il refresh pas, il remet en place le code, et là maintenant on a notre issue. Donc on sait grosso modo ce qu'on a à faire, et on sait les contraintes qu'on a à poser du coup sur le projet. Donc on sait qu'il va nous falloir PHP 7, MySQL, PostgreSQLite, du JavaScript Vanilla, donc pas de jQuery, Nginx, Blackfire, Node.js. Bon. Donc là on sait qu'on a notre environnement de travail. Tout ça, c'est nécessaire pour ta première issue c'est nécessaire pour l'ensemble de ton projet? Alors là, c'est nécessaire pour tout le projet. Donc c'est pour ça que là, on l'a mis sur le Docker, puisque c'est la première qu'on va faire du coup la semaine prochaine. L'idée, en fait, c'est de définir l'environnement dans lequel tu vas travailler. Et ça, on pourra en parler plus complètement la semaine prochaine. Mais votre environnement de travail doit être le plus proche possible de la production. Comme ça, vous n'avez pas de différence entre les deux qui peut poser de soucis. Voilà. Mais après, vous pouvez tout à fait, là sur des issues plus spécifiques, on le fera que pour cette issue-là. Ce sera spécifique que pour cette issue. Par exemple, quand on va travailler sur l'issue liée au test quotidien, on posera un body pour l'issue que pour cette fonctionnalité-là. Donc, ça sera beaucoup plus spécifique. Il y aura les entités, il y aura les contraintes de validation, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y aura que cette issue-là de concerne. Ça, après, on le structure comme on veut. Le mieux, c'est quand même de faire des issues plutôt spécifiques pour que ça soit plutôt simple à lire. Voilà. Alors, Alex, et Symfony. Symfony, pour le moment, on peut le spécifier. Ça, là-dessus, tu pourrais le définir, oui, bien entendu, dans les contraintes. Là, tu peux le définir, il n'y a pas de souci. Alors, je ne l'ai pas spécifié parce que j'en ai parlé sur les slides, mais tu peux tout à fait le mettre en place, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça pose pas de souci. Et alors, Romain, fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais, c'est-à-dire.
Qu'est-ce qui pour l'anglais? Oui, je te dis de le faire. J'ai pas dit que je le ferai. Enfin, là-dessus, je me suis pas posé la question. Non, mais en plus, je suis bête parce que je l'ai fait sur toutes mes issues perso. Alors, il y en a où il y a 3 fois rien. Voilà, mais là, je l'ai fait notamment en anglais. Bon, c'est facile, là, il y a rien à faire, mais essayez toujours de les faire, voilà, un maximum en anglais. Là, notamment si je fais quality testing, using DevTrack. Alors, DevTrack, c'est pas de la qualité, ça, c'est du couplage. Voilà. Donc, ça serait plutôt comme ça. Il me l'a pas modifié, super, merci. Si je refresh, actualiser. Alors, ça peut arriver s'il y a une issue qui est en train d'être modifiée. Mais normalement, ça ne devrait pas être modifié. Voilà. Voilà. Donc là, il l'a modifié. Voilà. Mais essayez C'est toujours des mouettes ou des chiens qui se battent là? Non, c'est les chiens du voisin. Ah ouais, vache. Ouais. Non, mais c'est pas la bonne journée. C'est pour ça. Entre les éboueurs, les chiens du voisin. Ouais, c'était la mauvaise journée. C'était pas la bonne journée. Alors, Alex, on peut aussi ajouter Composer et NPM dans les contraintes. Oui, tu peux tout à fait l'ajouter. Alors, Composer, j'ai pas exactement la dernière version qui est utilisée. Get Composer 1.6.5, donc notamment on pourrait utiliser dans les contraintes. Oula, je fais des fautes. Composer version. Alors, NPM, c'est à voir, parce que ça sera NPM ou Yarn, donc on pourrait le spécifier ici. Using npm yarn, par exemple. C'est yarn à rn ici. Voilà. Et effectivement, après, tu peux spécifier tout ce dont tu as besoin à l'intérieur, ça pose pas de souci. npm, alors peut-être pas npm, on utilisera peut-être yarn, à voir, en fonction des besoins dont qu'on aura à mettre en place. Mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc l'idée, donc là on n'a que la première issue sur Docker, mais bien entendu, quand on va travailler sur des issues plus complètes, ça sera beaucoup plus lourd sur les issues. Bon là il n'y a pas grand-chose, mais on aurait pu imaginer, je pose par exemple les contraintes de validation, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça y a aucun souci là-dessus. Là c'est vraiment des contraintes générales parce qu'on est sur du Docker, donc on va pas s'embêter forcément à faire des issues très complètes. Et j'en parle, mais on aurait pu le mettre. Spécification, on aurait pu mettre Docker Compose for Container Orchestration. Voilà. Donc notamment Docker Compose. Voilà. Mais vous mettez ce que vous voulez dans les issues, ça c'est hyper important. Vous pouvez mettre autant de labels que vous voulez. Imaginons qu'on crée un label, je sais pas, on pourrait l'appeler important par exemple. On le met en rouge, comme ça c'est fait. On crée un label. Et dans l'issue, après, vous pouvez tout à fait modifier les labels qui sont liés, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous mettez le label, important, il va se charger automatiquement, et vous l'avez dans les issues. Voilà, tout simplement. Ils sont triés automatiquement par ordre alphabétique, que ce soit en français, en anglais, en italien, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur la création d'une issue? J'en profite. Jonathan, c'est bon. Fait des grands signes de tête, donc c'est que c'est non. Pour les autres, ça a l'air bon aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur le suivi de projet qu'on va mettre en place? J'en profite par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Non? Pas de questions particulières? Rien? Alex, non. Anne-Marie, pas de questions. Maëlle, pas de questions. Maxime, pas de questions non plus. Aurélien, non. Xavier, pas de questions non plus. Tu veux qu'on te pose des questions, c'est ça? Non, c'est savoir s'il y en a. Non, mais ça peut, si vous en avez. Non. De mon côté, c'est clair après. Ok, nickel. Donc là, on a fait donc la première. Pourquoi? Voilà, je me plantais tout à l'heure. Donc là, on a fait la première session, donc sur suivi de projet par GitLab. On a fait le débrief. Alors, par contre, ouais, aperçu, là, il va me courir à planter. Je dois l'avoir sur le Drive. Alors, je l'ai mis sur le Drive, je vous ouvrirai les accès sur le Drive. Donc là, potentiellement, donc on a vu la première session, donc le débrief et suivi de projet par GitLab. Donc on a préparé l'issue donc pour la semaine prochaine, donc sur Docker. Donc on va pouvoir s'en servir du coup la semaine prochaine quand on travaille dessus. Automatiquement, quand vous la mettez en place, logiquement, elle remonte dans les issues. Voilà, vous l'avez ici, vous voyez, je l'ai notifié. Donc là, c'est les issues qui vous sont liées automatiquement. Donc dès que quelqu'un va créer une issue, que vous la signez, elle remonte ici. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette.
Donc là, on a mis en place l'issue. Donc on est pas mal de ce côté-là. C'était pas cette onglet-là, c'est les issues que je voulais. Donc semaine prochaine, on fera la mise en place du coup de l'environnement Docker. Comme ça, on peut travailler là-dessus. Donc sur l'environnement Docker, on va le voir ensemble de manière complète. On va voir un petit peu les petites subtilités qu'on peut avoir en fonction des environnements, que ce soit sur Mac, Windows, Linux, ainsi de suite. Alors j'ai pas de Windows sous la main, enfin j'en ai un mais il n'est pas allumé, donc ça sera que sur Mac. Si vous êtes sur Linux, c'est encore plus simple. Et donc on fera la mise en place, on créera le projet Symfony, comme ça on peut le mettre en place. On pushera le tout sur le repository, comme ça c'est fait, on pourra s'en servir. On clôturera l'issue et on planifiera du coup l'issue pour la semaine prochaine, pour la semaine d'après. Ok ? Est-ce que vraiment il y a des questions? J'en profite, c'est l'occasion. Bon, moi j'en ai une, mais c'est pas trop en rapport, mais un peu quand même. C'est au niveau des issues pour les clauses. J'ai vu qu'on pouvait les fermer directement dans les commits en mettant les numéros de issue, les choses comme ça. Ça fonctionne bien ça ou... Ouais, ça fonctionne très très bien. Ouais. Alors, j'en profite puisque Carole, j'ai vu que tu avais levé le barrage. Je te récupère juste après. Si vous faites un suivi donc des issues, dans les issues, il y a certains mots-clés que vous pouvez utiliser. Alors là, je le montre dans l'interface, mais vous pouvez vous en servir aussi dans vos commits. GitLab vous autorise à utiliser des mots-clés pour interagir avec vos issues. Donc un mot-clé GitLab, il s'utilise avec slash. Et vous voyez, vous pouvez lui redéfinir après des fonctions en plus. Donc il y a notamment pour clôturer l'issue. Et on peut s'en servir notamment pour faire un suivi de temps. Donc on peut s'en servir par exemple et lui dire j'estime le temps, donc estimate, à par exemple une semaine. Donc là, j'estime que mon temps pour faire cette issue, c'est une semaine. Je commente, et automatiquement, vous voyez, il me met à jour le fait que le temps estimé, c'est une semaine. Donc de la même manière, on peut le faire pour clôturer l'issue. On fait close, automatiquement, alors là, je ne vais pas l'enclencher parce que sinon il va clôturer l'issue, mais vous faites /close et il va clôturer l'issue. Donc une fois qu'elle est terminée, c'est plutôt pratique. Vous pouvez le faire aussi dans vos commits. Donc ça peut être GitLab. Alors c'est GitLab commit issue. Alors je sais plus comment c'est suivi. Voilà, automatic issue closing et c'est notifié quelque part. Voilà, on peut le mettre ici. Voilà. Donc là, on peut lui dire je mets un nom de commit. Alors si vous suivez les conventions Angular, c'est encore plus simple pour ceux qui les suivraient. Et pas depuis la vidéo de GraphiCart, depuis un moment déjà. Ça vous pouvez vous en servir. Donc vous mettez un content sur le commit et vous pouvez vous servir, vous voyez, des mots-clés close notamment pour lui dire je clôture telle issue. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Donc il y a des mots-clés qui sont réservés, close, closed, closes, closed, closing, close, ainsi de suite. Vous pouvez faire des fixes, donc ça va être pour faire des corrections de bugs, resolve et implement, ainsi de suite. Donc ça, vous pouvez le faire dans vos commits, c'est plutôt pratique. Comme ça, en même temps que vous faites le commit, si vous êtes sûr qu'il est tout bon et qu'il clôture l'issue complètement parce que c'est terminé, ça permet de clôturer l'issue en même temps. Vous pouvez le faire aussi dans les merge requests et ça, on le verra du coup dans les prochaines puisqu'on va s'en servir du coup pour les clôturer. Ces mots-clés sont valables que pour GitLab ou c'est l'équivalent sur GitHub? Alors, sur GitHub, il y en a, si je dis pas de bêtises, mais ils sont pas traités de la même manière. Je crois que c'est pas slash, il y a un mot. J'utilise Fixes quand je veux clôturer sans faire un merge directement une issue, mais du coup, je connaissais pas les autres. Alors, sur GitHub, oui, tu as des mots-clés pour traiter tes issues, mais ils sont... Alors, je crois que c'est pas slash, il y a un symbole particulier à rajouter devant, mais c'est grosso modo les mêmes. De toute façon, c'est la même gestion qui est mise en place derrière. Voilà. Là, sur GitLab, c'est plutôt pratique, puisque du coup, vous pouvez le suivre directement sur le même suivi. Et là, sur les, là, on vous demande que sur les issues, mais vous pouvez aussi vous en servir sur les merge requests. Vous pouvez faire des relations entre les commits, ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt pratique. C'est notamment hyper utilisé sur les conventions Angular. Alors, Carole, c'était une main offline, donc ça ne concernait pas, c'était pas une question. Ok. Et donc, Alex, oui, GraphiCart, je ne sais pas qui en a parlé, c'est pas moi. Ok. Impeccable. Donc ça, donc Romain, est-ce que ça répond à ta question? Et il est parti. Non, c'était bon. Ok. Non, je suis là, mais je ne peux pas mettre le micro. Ok. Bon, là, voilà, sur les issues, on s'en servira, donc notamment là pour le temps estimé. Là, on a estimé le temps de travail à une semaine, donc on pourra s'en servir pour estimer le temps. Ça, c'est plutôt pratique quand vous travaillez avec plusieurs collaborateurs. Notamment, c'est généralement votre chef de projet ou votre CTO qui va estimer le temps de travail sur une issue. Il va vous dire, voilà, tu as 15 jours pour la faire et puis c'est non négociable. Donc ça peut être plutôt pratique pour faire un suivi de projet. Vous pouvez aussi suivre, alors je crois que c'est spend. Ouais, spend, voilà. Vous pouvez lui dire, j'ai passé tant de temps sur cette issue.
Donc, par exemple, là, on pourrait lui dire j'ai passé 10 minutes, par exemple, sur l'issue. On commente, et automatiquement, vous voyez, on a passé déjà 10 minutes sur l'issue. Voilà, donc, il nous reste 4 jours, 7 heures et 50 minutes. Voilà, parce que les semaines GitLab, c'est 5 jours. Il n'aime pas qu'on travaille le samedi dimanche. Voilà. Et ça, vous pouvez vous en servir. Regardez-les sur les mots-clés réserve, vide, words, GitLab, je crois que c'est expliqué. Voilà, GitLab, c'est expliqué là-dessus. Alors là, c'est le forum, donc ça doit pas être le bon. Ouais, c'est pas le bon. For group name, ça doit être celui-là. Donc là, c'est by Git. Voilà. Voilà, on peut s'en servir. Voilà. Il y a plusieurs mots-clés, ça, vous pouvez le regarder, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça peut vous permettre, du coup, d'optimiser un peu votre temps de travail là-dessus. Sachant qu'après, dans les milestones, je ne crois pas que ça impacte quelque chose. Non, il n'y a pas d'impact, puisque de toute façon, c'est en train d'être travaillé. Voilà. OK. Alors, comment tu vas répartir ton temps de travail entre le back et front? Alors, le back et front, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le travailler en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va commencer toujours par la fonctionnalité back-end, puisqu'il nous faut faire quelque chose à afficher. De toute façon, on ne peut pas mettre en place le front si tu n'as pas de back. Et derrière, on complétera avec le front-end. Donc, généralement, le front-end, on le complétera assez rapidement, hein, puisqu'on va utiliser des classes toutes prêtes. Mais l'idée, c'est que si, par exemple, tu as une fonctionnalité qui demande des 2 côtés, donc, par exemple, je sais pas, une fonctionnalité back-end et un appel à Ajax en front, on traitera tout en un seul bloc, et on rajoutera l'intégration à la fin. Puisque sinon, ça servirait à rien de faire l'intégration, puisque en fonction de ce que tu fais avec ton front-end, tu as besoin de tweaks pour faire tes boucles, ainsi de suite, donc c'est pas la peine de tout mettre en place. Donc, voilà. Donc ça, le temps de travail, voilà, il sera dispatché là-dessus. Bon, sur la home page, ça sera facile. Donc sur la première fonctionnalité, ça sera simple. Mais quand on va travailler sur des fonctionnalités un peu plus avancées, comme par exemple les tests, donc les tests quotidiens, on fera d'abord tout le traitement formulaire, le traitement des validations, ainsi de suite. Et après, on fera le front-end, donc qui sera plutôt rapide, puisqu'on n'aura que de l'intégration à traiter. OK. Bon, impeccable. Donc ça, moi là-dessus, je vous ai présenté donc les grandes lignes du coup sur GitLab, donc ce qu'on va utiliser pour travailler, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions sur la mise en place du projet, sur quoi que ce soit? J'en profite. C'est l'occasion. Ça a l'air bon pour tout le monde. Alors, hébergement des assets. Donc, où est-ce qu'on va héberger les assets? Alors, pour tout ce qui est image, alors j'en ai parlé dans le... Alors je vais clôturer l'aperçu parce que il va cracher. Ouais, non, il ne veut pas, super. Merci Apple. Alors, dans les assets, j'en ai parlé, alors je ne sais plus dans quel slide, voilà, dans les contraintes. Donc tout ce qui sera stockage d'images et de vidéos, donc on le fera sur le cloud, donc sur Google Cloud, donc sur le cloud de Google. Vous avez donc c'est Cloud Storage, que certains ont déjà vu, donc qui permet en fait de stocker des objets avec une mise en cache automatique. Donc ça c'est plutôt pratique, ça coûte pas très très cher en plus, et vous avez un an gratuit pour la mise en place la première année. Donc on va stocker toutes les images et vidéos là-dessus. Après pour tout ce qui est asset front-end, tout ce qui va être fichier CSS, on va utiliser au maximum des CDN pour aller rapidement. Et pour tout ce qui sera fichier CSS personnalisé et asset, on utilisera notamment la PWA pour les mettre en cache sur le navigateur du client. Donc comme ça sera disponible tout le temps. Voilà. Ça sera en place. Alors, Xavier, le Git ignore. C'est-à-dire? Alors, le Git ignore, alors on se servira du Git ignore justement voilà, pour pas forcément envoyer les assets sur le repository. Alors, il y en a certaines qui seront envoyées, mais on s'en servira surtout voilà, pour bloquer certains dossiers, ça vous avez l'habitude. Mais les assets seront toujours stockés quelque part au moins pour pouvoir s'en servir. On se servira peut-être de Cloud Storage pour le stocker sur un serveur en mise en cache. Voilà. Ok, impeccable. Pas de points complémentaires de ce côté-là? J'en profite. Moi, de mon côté, j'ai fait le tour pour la session d'aujourd'hui. Donc, c'est savoir, voilà, s'il y avait des questions, c'est l'occasion, on peut en profiter. Oui, pour la PWA, Oui. on se pose souvent la question en général de savoir quelles sont les pages qui seront disponibles offline et quelles sont les pages qui seront accessibles que en online. Alors, l'idée de la PWA, c'est de rendre un maximum de pages disponibles offline. Donc là, potentiellement, sur l'application, on aura peut-être la page d'accueil, la page de listing des cursus,
puisque potentiellement, c'est pas une page qui va changer tout le temps. Après, sur des pages qui sont plus dynamiques, type test, ainsi de suite, ça, il faudra qu'on regarde la mise en place qu'on fera derrière. Je pense qu'il y aura peut-être que ce qu'ils appellent le app shell, donc potentiellement l'interface utilisateur, mais peut-être pas le contenu, puisque ça va être dépendant du serveur directement. Il y aura peut-être des appels Ajax, on verra sur ce qu'on fait là-dessus. Voilà. Ok. Mais ça, sur la PWA, oui, on va maximiser l'usage, puisqu'en plus, c'est de plus en plus demandé pour le référencement sur Google. Voilà. Bon. Impeccable. Des points complémentaires? J'en profite. Non, pas de... Non? Ça a l'air tout bon. Ok. Impeccable. Donc là, pour aujourd'hui, on a fait le tour du coup sur la présentation rapidement du projet et du suivi qu'on va mettre en place sur GitLab. Donc, semaine prochaine, on fait donc la session sur la mise en place de Docker. Donc, c'est pareil, alors, on sera peut-être sur une session d'1h30, je pense qu'on sera peut-être un peu plus large puisqu'il y a un petit peu plus de trucs qu'on va voir. Et donc, on clôturera cette issue et on attaquera l'issue pour la semaine qui suit. Donc, la première issue sur la homepage. OK? Impeccable. On va partir là-dessus. Donc, moi, je vais donc clôturer l'enregistrement. Vous aurez l'upload cet après-midi, comme ça, c'est en place. Là, je pense que sur Zoom, comme il n'y a pas de retouche, ça ira vite. Et puis, du coup, je vais planifier le lien et je vous le partage du coup sur le Slack pour la semaine prochaine. OK? Allez, impeccable. Eh bien, écoutez, on va partir là-dessus. Donc, moi, je vais stopper du coup. Donc, l'enregistrement de mon côté, c'est tout bon.